Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, qu'il me soit permis, au nom du département communication de la primature, de vous souhaiter à tous et à chacun la cordiale bienvenue dans cette salle. Pour la petite histoire, quelques semaines seulement après sa nomination à la tête du gouvernement, le Premier ministre, chef du gouvernement, a organisé le séminaire gouvernemental les 15, 16 et 17 février 2019 dernier au Cap Esterias. Au cours de ce séminaire, le Premier ministre avait décliné la feuille de route de son équipe tout en imprimant sa marque sur le pragmatisme, l'efficacité et le patriotisme pour le bien-être de ses concitoyens. Il privilégie pour ce faire le dialogue et la concrétisation. C'est dans cette logique que s'inscrit la tenue aujourd'hui de la rencontre avec les hommes et femmes de médias, maillons essentiels du développement de notre pays. 3 temps forts vont ponctuer ce cérémonial. D'abord, la communication de son Excellence Julien Nkore-Bekale, Premier ministre, chef du gouvernement. Ensuite, les échanges entre les journalistes et les ministres, à savoir le ministre d'État à l'enseignement supérieur, puis les ministres de la fonction publique et de l'emploi. Le Premier ministre pourrait, dans la mesure du possible, apporter quelques réponses supplémentaires ou complémentaires à la suite des échanges avec les membres du gouvernement. Je rappelle que c'est pour des raisons d'actualité que les ministres présents ont été conviés à cette rencontre. Enfin, pour joindre l'utile à l'agréable, un déjeuner vous sera servi. Sans plus tarder, je me fais le devoir d'inviter solennellement Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour sa communication. Monsieur le Premier ministre. En réalité, l'exercice que nous faisons est un rattrapage. Depuis ma nomination et la mise en place du gouvernement, je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec les hommes de presse. Beaucoup ont pensé que je les snobais ou je les fuyais. Ce ne sont pas les invitations qui ont manqué. Ce ne sont pas les sollicitations qui ont manqué. Mais je voulais prendre du temps. Après donc ma déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale et après la formalisation des feuilles de route pour les membres du gouvernement, j'ai pensé qu'il était bon que je communique sur la déclaration de politique générale. Vous l'avez vu, parce que vous étiez tous à l'Assemblée nationale, mais vous n'aviez pas eu le support physique. Et je pense que mes services vont vous le faire parvenir rapidement pour que vous puissiez vous en imprégner et que vous puissiez l'analyser, le critiquer, l'enrichir.
C'est donc pour moi et pour les membres du gouvernement qui m'accompagnent ce matin un réel plaisir de nous retrouver avec vous, hommes de presse, femmes de presse, pour ce déjeuner. Nous souhaitons que cet exercice soit plus régulier, au moins une fois par trimestre, si le temps et les agendas nous le permettent, pour vous permettre d'apprécier l'action globale du gouvernement et l'action de chaque membre du gouvernement. Je voudrais déjà vous rassurer que le gouvernement que j'ai l'honneur et le privilège de diriger est un gouvernement responsable, composé d'hommes et de femmes responsables, qui ont une haute idée de la mission qui leur a été confiée par le chef de l'État. Ce qui veut dire que ni le gouvernement, ni les membres du gouvernement ne poseront aucune action qui irait ou qui serait contraire aux intérêts des Gabonais et des Gabonaises. Toutes les décisions que nous allons prendre seront des décisions réfléchies, pesées et nécessaires pour la vie de la nation. Chaque Gabonais, chaque Gabonaise est aujourd'hui en mesure de constater que nos ressources propres sont en diminution, c'est-à-dire l'argent qui permet de développer le pays à travers nos recettes fiscales et douanières. Tout le monde peut le voir et le constater. En même temps, tout le monde peut observer que nos dépenses publiques, elles, sont en constante augmentation. Devant cette situation, nous devons nous résoudre à engager des réformes courageuses, des réformes difficiles et même des réformes audacieuses. Ces réformes sont salutaires, elles sont bénéfiques et elles sont profitables au plus grand nombre. Même si dans l'immédiat, ça peut apparaître comme des mesures discriminatoires. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Je voudrais que les communicants que vous êtes, vous reteniez de la déclaration de politique générale du gouvernement ceci. En fait, les actes d'action du gouvernement. Une politique de réformes hardies en matière de gouvernance. Notre gouvernement sera un gouvernement des réformes. Parce que nous ne pouvons pas faire l'économie des réformes en matière de gouvernance. Deuxième axe, une forte tonalité sociale. Le social, l'apaisement du climat politique. Mesdames et messieurs les directeurs de presse et rédacteurs en chef, je suis accompagné par les ministres sectoriels.
et l'actualité oblige. Au dernier Conseil des ministres, le gouvernement a pris un certain nombre de décisions qui font l'objet aujourd'hui de divers commentaires et appréciations. Les ministres concernés sont là, à votre disposition, pour donner des explications ou pour faire preuve de pédagogie. Je voudrais dire que les communicants, vous êtes les aiguillons des gouvernants. Vous devez également être les diffuseurs des actions du gouvernement. C'est ça l'objectif de notre rencontre. Pour que vous nous compreniez mieux. Parce que si peut-être qu'on ne se comprend pas, mais au moins en échangeant, vous comprenez l'esprit des décisions du gouvernement. Et peut-être qu'une fois que vous avez compris, vous allez mieux vendre ces idées et ces décisions. Nous aurons essentiellement une série de 5 questions. Les débats se poursuivront pendant le déjeuner. Marc Ulrich Malekou Mamalekou, directeur de publication de Mazlek Info. Monsieur le Premier ministre, dans votre propos liminaire, vous avez parlé du souci de votre équipe d'engager des réformes qui sont, à vous entendre parler, motivées par un principal fait, le souci d'équilibre entre les recettes fiscales en baisse et les dépenses budgétaires qui sont en hausse, avec en toile de fond la satisfaction des attentes des Gabonais dans les principaux secteurs que vous avez cités, l'éducation, le logement, l'école, et des secteurs qui, curieusement, sont sinistrés au moment où l'on parle. Je veux m'arrêter sur l'école, Monsieur le Premier ministre. Avant votre magistère, donc avant que vous n'y arriviez, et depuis plusieurs années, malheureusement, les gouvernements précédents, vous venez d'arriver, n'ont quasiment pas construit d'école, sinon construit des salles d'école ou réfectionné quelques écoles. Donc le secteur de l'éducation est en ébullition, avec de nouvelles mesures d'attribution de bourses notamment, et toutes les autres qui font l'objet de l'échauffement du front social avec les marches notamment enregistrées au niveau des élèves et étudiants à l'intérieur du pays, ne serait-ce que pour la journée d'aujourd'hui. Une école sinistrée, Monsieur le ministre, avec principalement les nouvelles mesures d'attribution qui font jaser et qui sont au cœur de la controverse. Est-ce que l'on pourrait avoir des motivations réitérées de ces mesures à controverse pour que nous et les Gabonais qui nous écoutent également soyons davantage informés? Je voulais également m'attarder sur le souci évoqué par le Premier ministre, parlant naturellement de la nécessité de dialogue. Monsieur le Premier ministre, je n'ai peut-être pas grand-chose à dire dessus, mais je peux constater qu'un pan de ce dialogue semble, du moins le gouvernement semble rester fermé à une volonté de Gabonais, par exemple, d'être édifié en termes de dialogue, même si cela ne fait pas partie de votre programme de politique générale, sur la santé du chef de l'État. Je suis Jérôme Wilfried Obanram, je suis journaliste pour l'agence Reuters. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé des réformes. Ça fait 10 ans de cela que le Gabon a pris la mesure de l'arrêt d'interdiction d'exportation des grumes. À ce jour, quelle en est la situation exacte, notamment sur le plan fiscal? Merci. Je suis Patrick Serrano, le rédacteur en chef de TV+. Beaucoup de mesures sont prises, effectivement. Vous l'avez dit,
c'est en vue d'une meilleure planification du développement du Gabon. On va essentiellement parler de la fonction publique, par exemple. Fonction publique jumelée à l'enseignement supérieur. Il y a qu'effectivement, à la fonction publique, il faut revoir les choses. Parce que, finalement, il y a eu des audits, il y a eu des contrôles, il y a eu des missions qui ont été menées au sujet des fonctionnaires gabonais. Il y a un gros problème à ce niveau. Et vous annonciez, évidemment, le gouvernement annonçait effectivement revoir les choses à ce niveau. Et on parlait, par ailleurs, de la suspension des recrutements pendant un certain temps. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ça, c'est la question. Et en ce qui concerne, par exemple, l'enseignement supérieur, la question des bourses qui pose problème aujourd'hui, quand on sait également qu'au Gabon, les étudiants, pour ne parler que de ceux-là, vivent essentiellement de leurs allocations d'études. Je suis Ferdinand Demba, Gabon Media Time. Concernant les réformes d'il y a quelques jours, donc les réformes du 29 mars dernier, concernant principalement l'éducation, vous avez décidé unilatéralement, je veux le dire, de supprimer, en quelque sorte, une bonne partie de bourses à des étudiants. C'est comme ça que je vois la chose. La question que je me pose, c'est lorsque vous prônez justement le dialogue social, parce que c'est également aujourd'hui, on va dire, l'un des éléments ou des concepts que vous mettez en avant, y a-t-il eu concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux avant que ces décisions n'aient été prises, quand on sait aujourd'hui justement que les syndicats sont montés au créneau, maintenant les élèves également, qui sont en train de marcher dans tout le pays, parce qu'on ne parle pas seulement de l'intérieur du pays, ici à Libreville également, je crois le lycée d'État a connu une marche ce matin, et il y a effectivement une grogne sociale aujourd'hui. Quelle solution également allez-vous proposer aujourd'hui à toutes ces personnes qui sont contre ces mesures, qui sont jugées iniques et surtout qui ont, pour beaucoup, été prises de manière unilatérale? Merci. Louis-Philippe Badinga de l'agence gabonaise de presse. Récemment, lors du 12 mars en différé célébré en Toum, vous avez déclaré notamment qu'on a trompé le président. On a trompé le président à quel sujet? Est-ce à ces sujets-là? Qui a trompé le président? Est-ce que vous en faites partie? Bien, je voudrais d'abord remercier les communicateurs qui ont pris la parole et qui ont posé des questions justes, légitimes et pertinentes. Le gouvernement et les membres du gouvernement qui sont ici avec moi, nous ne ferons pas de langue de bois avec vous. Nous vous devons la vérité et nous vous dirons la vérité. On s'excuse déjà, nous nous excusons déjà pour avoir limité les interventions. Mais c'est le format que nous avons choisi qui nous l'impose. Parce que c'était un déjeuner de presse. Si c'était une conférence de presse, on aurait laissé la latitude. Je voudrais, sur l'actualité présente, et le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Enseignement supérieur vont compléter sur cette question. Je voudrais d'abord dire que les marches sont un moyen d'expression démocratique. Les marches ne sont pas interdites. C'est l'occasion pour les citoyens d'exprimer leur opinion sur un sujet. Et je vous rassure déjà, le calme est revenu. Ils sont rentrés dans les rangs. Ils ont exprimé sur une décision du gouvernement qui les concerne, c'est vrai. Mais les deux ministres qui sont avec moi vous donneront les détails de la décision de modifier
les conditions d'attribution des bourses d'études. Mais je peux vous rassurer d'ores et déjà que l'État et le gouvernement ne ménageront aucun effort, je dis bien aucun effort, pour attribuer les bourses à nos compatriotes, à nos étudiants méritants. Et je le dis et je le confirme. La première ressource d'un pays, c'est le capital humain. La loi d'orientation sur l'éducation. C'est l'article 24 que nous mettons en application maintenant. Et dans cet article 24, il est dit clairement que le bac, on l'obtient à 17 ans. Mais le gouvernement a dit, tenant compte du contexte du pays, on va aller à 19 ans. Mais on n'a pas dit qu'on ne peut pas avoir le bac, même à 30 ans ou à 40 ans, on peut avoir le bac. Mais si vous avez le bac à 19 ans et que vous avez 12 de moyenne, vous serez encouragé par l'État. Et vous aurez la bourse pour poursuivre vos études. C'est ça l'esprit de la loi, du décret. C'est ça. Et ce sont les enseignants eux-mêmes, pendant un mois, à la Cité de la démocratie, en 2010, qui ont voté cela. Et c'est passé à l'Assemblée nationale. Donc ça ne peut pas être aujourd'hui un sujet de contestation. Nous y voyons plutôt une récupération politique. Et nous, gouvernement, nous sommes un gouvernement responsable, je vous l'ai dit, nous pensons que nous travaillons pour le bien de nos jeunes compatriotes. C'est pour l'excellence, c'est pour la qualité de l'éducation, c'est pour eux-mêmes que nous faisons cela, et pas pour quelqu'un d'autre. Vous m'avez posé également la question sur... c'est quelqu'un qui l'a dit, que c'est un tabou. Ce n'est pas un tabou, l'état de santé du chef de l'État. Mais nous disons quand même qu'il faut un peu de pudeur. Ce n'est un secret pour personne que notre président a eu un accident de santé. C'est connu, le monde entier le connaît, le sait. Il est rentré de sa convalescence. Il a repris ses activités. Et tout le monde le voit. Ce n'est pas un secret. Quand on est convalescent, on a un rythme de travail, un rythme de vie à suivre et à observer. Dans quelques mois, vous verrez encore votre président dans les rues du Gabon, dans les rues de Libreville. Il va visiter son pays, comme il a l'habitude de le faire. Le président se porte bien. Il se porte bien, et je le confirme, et sa santé n'est pas un tabou. Tout le monde le sait. Mais, une seule chose. Nous n'acceptons pas que les Gabonais n'aient plus de compassion. Les Gabonais doivent avoir la compassion. C'est ça le problème. On ne peut pas impunément se réjouir de l'état de santé ou de la maladie de son voisin ou de son camarade. C'est ce que le gouvernement déplore. Mais nous vous disons, vous l'avez vu le 23 mars, il est arrivé, il est là, il reçoit les institutions, il préside le Conseil des ministres. Le président se porte bien. Il a été malade comme tout le monde peut être malade. Mais il se porte bien. En ce qui concerne l'exportation des grumes, c'est une décision qui a été prise depuis 2010. On n'y reviendra plus. Et nous voyons bien, nous tirons aujourd'hui les bénéfices de cette décision avec la zone économique spéciale d'Ongkok. Et j'ai bien noté que les responsables de presse ont déjà eu à visiter, organisé par le groupe Olam. Donc vous avez vu ce qui se fait là-bas aujourd'hui. Mais la question du Kebazingo, de l'Ozigo et du Moabi qui a été évoquée
par le ministre d'État en charge de la forêt. Le gouvernement n'a pas encore tranché. Cette décision est encore à l'étude. Nous sommes encore en train de l'examiner. Et au mois venu, nous vous dirons la décision que nous avons prise. Oui, je revenais sur les différentes questions qui concernent le secteur de l'enseignement supérieur et particulièrement la réforme. Je paraphraserai Monsieur le Premier ministre et mon collègue Michel Menga qui ont tenu à rappeler que à toute loi, il y a un esprit avant de comprendre la lettre de la loi. Au demeurant, l'un et l'autre ont repris Montesquieu qui, en la matière, a parfaitement théorisé là-dessus. Oui, il y a une réforme. Quel est l'esprit de la réforme? À ce titre, en premier lieu, je répondrai à Gabon Media Time, qui s'est insurgé sur le fait que le gouvernement aurait décidé d'aller dans une réforme sans en référer aux partenaires sociaux. Parce que la pédagogie, c'est aussi la répétition. Il faut savoir que les mesures qui portent sur la réforme se fondent sur une loi. La loi d'orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche, qui remonte au 14 février 2012. Et lorsque le Premier ministre s'est adressé particulièrement au journal L'Union, il a fait observer que cette réforme, ce train de réforme était inéluctable, qu'elles ont toujours été différées. Donc, la base des réformes est dans la loi d'orientation. Ceux qui aiment les références, c'est la 21/2011. Et cette loi-là porte l'ambition du gouvernement pour son école. À ce titre, le Premier ministre a parlé du plan de relance de l'économie, mais on dit l'ambition d'un pays tient dans la qualité de son école. Et nous nous attelons. Donc, ce n'est pas de manière unilatérale que le gouvernement a entrepris des réformes. Ces réformes ont été discutées dans le cadre des États généraux sur l'éducation, convoqués en 2010. Et naturellement, qui ont invité à la réflexion et donc au débat tous les syndicats, toutes les associations des parents d'élèves et tout naturellement les enseignants de tous les ordres et de tous les niveaux. En cela, les objectifs du millénaire pour le développement recommandent l'approche participative et c'est celle-là tout simplement qui est à la base de cette loi. Que peut-on retenir de cette loi? Article 2. L'éducation est obligatoire au Gabon de 3 ans à 16 ans. Article 4. L'éducation est dispensée en pré-primaire, en primaire, en secondaire et dans le supérieur. Article 24. L'éducation démarre à 3 ans en pré-primaire, en petite section. 4 ans, section moyenne. 5 ans, grande section. 6 ans dans le primaire, en cours préparatoire. 7 et 8 ans en cours élémentaire. 9 à 10 ans en cours moyen, de sorte que le petit Gabonais est attendu au lycée à l'âge de 11 ans. Et quand vous décomptez progressivement le cursus dans le secondaire qui dure 7 ans, le petit Gabonais est attendu à l'université, aux portes de l'université, à 17 ans. Autrement dit, en fixant la limite à 19 ans,
le gouvernement de la République accorde 2 ans de battement pour prévenir les difficultés de cursus. De toute évidence, les cris que l'on entend, les défilés qu'on organise ou les appels à la révolution, pour reprendre un terme familier, on tire sur l'ambulance. Et 19 ans n'est pas un scandale. À ce titre, parce que la pédagogie, ce sont aussi des supports, j'ai apprêté un support, je ne sais pas s'il vous a été distribué. Et ce support montre bien que une chose est le principe, l'autre est la pratique. Quelle est la pratique sur le terrain? Alors, j'aimerais savoir à ce niveau-là, pour que nous tous, nous relisions les supports qui ont été apprêtés à ce titre-là, et que nous vérifions ensemble que ça n'est pas une chimère. Le bac à 19 ans est une réalité. Est-ce que vous avez tous reçu ce support? On va vous le distribuer. Il y a 2 supports dans la matière. Le premier, sur une base évolutive, montre que depuis la session 2016-2017, le bac est l'affaire des moins de 19 ans. Il représente près de 35% des bonnes mentions. Je vais vous lire cela puisque vous le retrouverez. Dans les séries scientifiques, en 2016, nous avons eu 122 mentions au-dessus de 12. 122 mentions. 67, soit 55%, ont été réalisées par des jeunes de moins de 19 ans dans les sciences. 21 mentions ont été réalisées par les jeunes de 20 ans, soit 17%. 16 mentions ont été réalisées par les jeunes de 21 ans, soit 13%. 9 mentions ont été réalisées par les jeunes de 22 ans, ceux qui ont la préférence des marcheurs, soit 7%. Et 6 mentions au-delà de 12 ont été réalisées au-dessus de 22 ans. Cette tendance-là est quasi générale en dehors des séries technologiques. Autrement dit, dans les sciences, dans les lettres et dans les séries générales, les jeunes de moins de 19 ans ont définitivement pris le leadership, ils ont définitivement pris le pouvoir dans le bac gabonais. C'est pour cette raison que je suis le plus surpris de ce que j'entends. Comme le Premier ministre nous l'a prescrit, je suis prêt dès demain à rencontrer toutes les associations, tous les acteurs du monde de l'éducation, qui sont d'ailleurs au fondement de cette réforme. Là, je fais référence, bien sûr, aux États généraux de 2010. Et bien mieux, Monsieur le Premier ministre, ils ont été partie prenante aux derniers travaux de la task force convoquée à Dounia Park. À la vérité, je suis surpris de ce que j'entends. Cette loi d'orientation, qui est le fondement du gouvernement pour son école, indique clairement ceci, article 104 et suivant, que la bourse, je dis bien que la bourse, n'est pas la rémunération du baccalauréat. Non. La bourse est la prime au mérite et à l'excellence. C'est la prime au mérite et l'incitation à l'excellence parce que le développement d'un pays doit être impulsé et porté par l'excellence. Merci, Monsieur le Premier ministre.
La décision du gel des recrutements participe d'une série de mesures qui ont été prises pour faire un état des lieux du capital humain de la fonction publique, des agents publics. En fait, cette décision s'analyse plus comme une règle de bonne gouvernance. Bonne gouvernance parce qu'elle est une décision parmi plusieurs décisions. En amont, il y a eu le constat de ce que nous avons une main-d'œuvre publique répartie en 3 catégories essentielles, les fonctionnaires, l'agent contractuel et la main-d'œuvre non permanente. L'ambition du gouvernement est de savoir qui constitue cette main-d'œuvre. Nous nous sommes rendus compte que plusieurs agents publics étaient juste titulaires du poste budgétaire, mais que nous ne nous étions pas concentrés sur la question de savoir si ces agents étaient en position d'employabilité, c'est-à-dire s'ils avaient un travail, des tâches à réaliser. Donc cette mesure de gel des recrutements, elle est provisoire. C'est une étape d'attente qui nous permet de faire le point sur qui sont nos agents et comment ils sont employés au sein de nos différentes administrations. En cela, dans les tout prochains jours, le Conseil des ministres du 29 mars dernier a également pris la mesure de recenser biométriquement les agents. Ce n'est pas une innovation puisque par le passé, cela a déjà été fait. Ce recensement biométrique devra nous conduire à avoir une précision sur les préconclusions qui existent déjà et les conclusions pour savoir finalement quelle est la cartographie des agents de l'administration publique. Donc aujourd'hui, cette mesure de gel des recrutements nous permettra de répondre à la question souvent posée par les jeunes. Je suis à la fonction publique, mais je n'ai pas de travail. J'ai le salaire, mais je n'ai pas le travail. Et si on revient à la définition, en contrepartie du travail que vous effectuez, vous avez un salaire. Or, l'État s'est contenté de donner le poste budgétaire sans avoir pris en compte la nécessité de donner à ses employés un espace de travail adéquat. Nous avons la responsabilité au niveau du gouvernement de donner un emploi, de définir d'abord un profil, de donner un emploi, de donner des tâches et d'apprécier le rendement. C'est ça, normalement, qu'on devrait faire. Mais vous êtes bien censé savoir que nous avons, malheureusement, il faut le dire, le Premier ministre nous a demandé d'avoir le franc-parler et de ne pas faire dans la langue de bois. Nous avons parfois transgressé ces décisions, ces mesures. Vous avez aujourd'hui le cas de la main-d'œuvre non permanente qui représente 15% de notre masse salariale, avec 59% à l'intérieur du pays, 41% à Libreville. Vous êtes bien conscient de ce que rien que ce ratio vous permet de dire que est-ce que les 59% de cette masse salariale à l'intérieur du pays sont en position d'employabilité lorsque nous savons que les structures d'accueil à l'intérieur du pays sont parfois étroites. Donc vous voyez, c'est un discours de vérité. Et dans cet environnement, le gouvernement a pris cette décision et le Premier ministre nous a demandé d'avoir le courage de les assumer. Il faut faire le point sur cette main-d'œuvre d'agents publics, quel que soit. Et c'est notre responsabilité, si nous voulons aller vers un capital humain performant, de faire le point. Elle est temporaire. Dans les tout prochains jours, on délivrera les conclusions du recensement que nous avons fait. Nous donnerons au Premier ministre l'état des lieux qui permettra d'orienter la décision. On pourra observer si on a un sureffectif, si on a un sous-effectif. On pourra identifier ceux qui sont à reconvertir. Parfois, on a des jeunes qui sont dans des situations, dans des ministères, qui peuvent être utiles dans d'autres ministères, comme on peut trouver également dans un autre ministère un sous-effectif en performance. Ça permettra au gouvernement d'identifier ceux qui sont à reconvertir, ceux qui sont en position de non-employabilité, ceux qui sont en abandon de poste, ceux qui sont en maladie, ceux qui constituent justement cette difficulté d'aménager les meilleures conditions. Donc, on peut aller dans les détails un peu plus tard, on le fera, mais pour l'instant, la décision du gel de recrutement se justifie
parce qu'elle s'analyse plus comme une décision de bonne gouvernance de la gestion de notre capital humain, de nos ressources humaines. Nous avons la responsabilité de d'abord stopper, vérifier d'abord si ceux qui sont déjà là travaillent et dans de bonnes conditions, afin que nous puissions apprécier leur rendement, parce que l'objectif du chef de l'État et du Premier ministre, c'est d'aller vers une main-d'œuvre performante, efficace, parce que je n'ai de cesse de dire toujours, l'attractivité du pays, c'est aussi la performance de son administration. Et cette performance passe par la qualité du capital humain et par la qualité des infrastructures que nous mettons à la disposition de nos ressources humaines pour pouvoir être en position de productivité optimale. Donc, ainsi, en quelques mots, ce qui justifie la mesure de gel de recrutement, qui est toujours en cours, qui sera maintenue, sauf si le Premier ministre et le préfet d'État nous demandent d'y mettre un terme, mais c'est une mesure d'attente qui participe d'une règle de bonne gouvernance de nos ressources humaines. Le mot gel signifie bien ce que ça signifie. Ça veut dire que c'est provisoire. Gel veut dire provisoire. On gèle un moment. C'est ça que ça veut dire. Mais je voudrais également dire aux communicateurs que le gouvernement est soucieux de l'avenir des jeunes Gabonais. Dans ma déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, j'ai pris l'engagement de régulariser toutes les situations administratives des jeunes Gabonais qui sont en attente d'intégration, beaucoup en pré-salaire, dans les secteurs d'éducation, de la santé, dans les forces de sécurité et de défense, dans l'enseignement supérieur. J'ai pris cette décision avec l'accord du président de la République, malgré les injonctions de notre programme avec le FMI, parce que nous ne pouvons pas raisonnablement laisser sur le côté ces jeunes compatriotes. Mais ça a un coût, leur régulation. Entre la main-d'œuvre non permanente que vient de décrire Madame la ministre de la Fonction publique et ces jeunes qui représentent l'avenir, il y a quand même un choix à faire. Ça va nous coûter de l'argent, mais nous avons besoin de cette jeunesse-là. On va les intégrer dans la fonction publique pour rajeunir cette fonction publique. Donc, on ne peut pas dire que le gouvernement prend des mesures nuisibles aux Gabonaises et aux Gabonais. Nous prenons en compte les préoccupations légitimes de nos compatriotes. Mais nous devons aussi, à la vérité, nous sommes là entre nous. Beaucoup d'entre vous, nous voyageons et quand vous revenez de voyage, parfois ceux qui sont allés à Kigali, ils ne tarissent pas des loges de Kigali. Kigali, ville propre. Kigali, ville ceci. Mais c'est la discipline qui prévaut là-bas. Ce n'est pas l'anarchie. Or, dans notre pays, les gens veulent installer l'anarchie, la défiance vis-à-vis de l'autorité. Un pays où les individus ne se soumettent pas à l'État, c'est l'anarchie. Quel pays voulons-nous pour notre Gabon? Quel pays voulons-nous? C'est pour ça que nous avons mis en place, nous avons créé un département de la formation civique collé à l'éducation nationale. Et nos départements de la citoyenneté pour toucher le cœur des Gabonais qui comprennent qu'il s'agit de leur pays. C'est notre génération qui doit laisser à la génération qui arrive un pays sur les rails. C'est à nous de faire cet effort de redresser notre pays. C'est la mission qui a été donnée à notre gouvernement. Redresser nos mentalités d'abord, nos méthodes, nos comportements,
et notre prise de conscience. C'est ça que nous attendons de nos compatriotes. C'est très facile de faire une comparaison entre pays, mais que faisons nous-mêmes, nous? Samedi dernier, c'était la journée citoyenne. Depuis 10 ans qu'on l'a instituée. À quel moment les Gabonais se sont levés seuls pour nettoyer leurs concessions, sans attendre qu'un homme politique vienne les chercher? Mais ça aussi, c'est ça le Gabonais, malheureusement. Dans les autres pays, on se lève comme un seul homme quand il y a une journée citoyenne. Tout le monde est content de faire ça. Au Gabon, la journée citoyenne, ça ne me regarde pas. On est assis à la maison. On attend que c'est le maire qui vienne nettoyer le caniveau devant votre maison. Je parle de ça comme ça un peu parce que c'est aussi ça, notre mission, de vous sensibiliser, de toucher vos cœurs. Le chemin est long, mais nous devons commencer. Nous ne terminerons pas la tâche, certainement d'autres vont poursuivre, mais nous devons commencer. Et c'est ce que notre gouvernement essaye de faire. Commencer les réformes que nous avons longtemps différées et qui sont nécessaires pour le développement de notre pays. La décision est prise par les principales autorités du pays, le président et le premier ministre. Mais qu'est-ce que nous constatons? Premièrement, quand on demande, on lance un appel à ces enseignants pour dire, bon, vous allez être intégrés, mais nous vous invitons aux établissements qui vous concernent, vers lesquels vous êtes affectés. Ils traînent les pieds. On ne comprend pas. On dit, mais vous êtes affectés au lycée Léomba et vous êtes en pré-salaire. Nous vous invitons tel jour au lycée Léomba pour qu'on vous voie. Et avec nous, les chefs d'établissement, pour être sûr que vous êtes effectivement affectés au lycée Léomba et que vous existez. Mais quand on fait cet exercice-là, nous sommes surpris de constater que les intéressés ne viennent pas. Ils traînent les pieds. Et nous avons insisté. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a dans le lot, pour le moment, rien qu'à l'estuaire, où nous avons terminé la vérification. Sur les 500 dossiers et quelques, il y a près de 200 cas pour lesquels nous n'avons aucun dossier. Aucun. Aucun papier. Aucun diplôme. Et on ne les voit pas. On ne les voit pas. Nous avons les affectations. On a fait venir le principal responsable de cet ordre d'enseignement, que je ne voudrais pas citer ici, pour lui dire, bon ben, vous avez 200 enseignants sur vous. Comment se fait-il qu'on les ait appelés et puis qu'ils ne viennent pas pour répondre aux questions qu'on va leur poser? Parce que nous avons simplement une mission noble, c'est de voir s'ils sont présents ou pas, s'ils existent ou pas. Nous avons été surpris d'apprendre que, effectivement, le directeur, le responsable en question a dit, monsieur le ministre, je suis obligé de vous dire la vérité. Il dit, la vérité c'est quoi? Il dit, mais moi je suis été nommé en 2018 à la direction générale de cet ordre d'enseignement. Ce dossier, je l'ai trouvé. Je me suis employé à demander à mes chefs pour me donner les dossiers de ces gens-là. Je ne les ai jamais eus. Je voudrais vous dire simplement que nous sommes chez nous les Gabonais. Eh bien, ces gens-là, ils ont été engagés par la famille, les parents que nous sommes. Mais comment voulez-vous qu'on intègre ces gens-là qui vont aller dans les salles de classe, qu'on va mettre dans les salles de classe, mais qui ne sont pas enseignants parce que la plupart d'entre eux n'ont pas de formation. On est quand même dans un secteur technique, mais n'importe qui ne peut pas être journaliste comme vous. Pour être journaliste, il faut avoir une formation, n'est-ce pas? Mais on ne va pas intégrer quelqu'un simplement parce que c'est mon parent. Mais quand on va le mettre devant un micro pour dire, bon, mais maintenant tu as dit que tu es journaliste, bon, fais-nous un article, il n'est pas capable. On ne va pas se permettre ça. Alors ça, c'est nous. Mais
je vous assure que ces gens-là sont les premiers à être arrogants, à insulter et à faire des marches. Mais il faut assumer ces choses-là. Ça, c'est nous. Mais voilà des gens qui vont occuper les postes budgétaires, n'est-ce pas? Et qui ne sont pas enseignants, parce qu'ils ne peuvent pas enseigner, mais qui auront les postes budgétaires de l'éducation nationale, alors que nous avons besoin d'intégrer les jeunes gens qui sont en formation. Quand ils vont arriver, vont terminer leurs études, nous n'aurons pas les postes budgétaires qui auront été occupés par des gens qui ne méritent pas de les occuper. Donc qu'on fasse un peu de transparence et qu'on soit sérieux en amont. Parce qu'on ne peut pas blaguer avec la formation. On ne peut pas blaguer avec l'éducation, comme nous l'avons dit. Voilà, Monsieur le Premier ministre, le type d'éléments, les informations que nous avons. En chœur et à haute voix ce que les Gabonais disent dans les quartiers, que le président a été trompé. Alors, je n'ai fait que reprendre cela. C'est ce que vous dites, vous les journalistes. On lit ça dans vos écrits quotidiens. Donc, je n'ai fait que reprendre ça à haute et intelligible voix. Et j'ai eu le courage de dire que, au nom de la continuité de l'État, j'assume les erreurs passées et je m'efforcerai avec mon gouvernement de les rectifier et d'apporter notre contribution aux côtés du chef d'État pour que le chef d'État soit content de ses collaborateurs. C'est ce que j'ai dit. Je dis c'est à nous de corriger pour rendre le président heureux et pour que lui puisse rendre les Gabonais heureux. Voilà. C'est le sens de mon message. Merci. Je sors de là enrichi et satisfait de la démarche du Premier ministre chef du gouvernement, surtout dans le sens où le gouvernement veut communiquer suffisamment, expliquer toutes les réformes, toutes les mesures qui sont prises allant dans le sens du bien-être des compatriotes. Il est de bonne loi de passer par les communicants, les communicateurs que nous sommes, qui doivent d'abord être imprégnés des démarches, des initiatives des autorités de l'État pour les relayer auprès des populations auxquelles nous sommes beaucoup plus proches des dirigeants. Le Premier ministre a été sincère avec nous. Il n'y a pas eu de cachotterie. Il a dit ce qu'il pensait. J'espère que ça va se matérialiser par des actes. Un sentiment de satisfaction dans la mesure où le chef du gouvernement a bien voulu nous inviter pour échanger sur les questions d'actualité. Depuis qu'il est Premier ministre, il y a 3 mois, depuis janvier, le Premier ministre, il n'a jamais communiqué avec la presse. Je crois que c'était le moment, tant entendu d'ailleurs, avec beaucoup de problèmes qui se passent ici au niveau, sur le plan social, économique et autres. C'était normal qu'il vienne en tant que le premier représentant du gouvernement, venir expliquer au peuple ce qu'il pense, les objectifs à atteindre et les mesures qui doivent être mises en œuvre en vue de mener le gouvernement dans le bon chemin et pour le bien de la population. Et discuter avec le Premier ministre sans barrière et parler des choses du Gabon. J'ai vraiment apprécié la hauteur des débats, les questions étaient sans tabou
et il a apporté beaucoup d'éclaircissements par rapport aux questions que nous lui avons posées. L'initiative du Premier ministre Julien Korbekal est bonne parce qu'il faut communiquer. Rien ne peut se faire sans communication. Et pour que les Gabonais sachent ce qui se fait au niveau du gouvernement, au niveau des activités des plus hautes autorités du pays, il faut naturellement rendre cela public. Rendre cela public passe par cette convocation des responsables des médias, des reporters, afin de venir s'imprégner de la réalité au niveau de, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe au gouvernement, afin de mieux donner la meilleure information, la bonne information au peuple gabonais qui l'attend d'ailleurs. Il y a eu énormément de clarifications concernant les mesures gouvernementales de ces derniers jours, donc principalement concernant le gel des recrutements, concernant également les nouvelles conditions d'attribution de bourses. On a un peu plus d'explications. Je crois que si la démarche avait été celle-là dès le départ, on aurait pu en fait facilement édifier les populations justement sur ces différentes mesures en donnant des éléments complémentaires que nous n'avions pas jusqu'alors. Je pense, comme le disait le Premier ministre, s'il a tenu à ce qu'il y ait ce déjeuner de presse, c'est parce que nous sommes certes ce quatrième pouvoir, mais un quatrième pouvoir qui doit être au fait de ce qui se passe pour mieux relayer l'information. Et on a par exemple le ministre d'État Menga qui nous a édifié par des statistiques où par exemple il y avait 500 dossiers retenus et sur les 500 dossiers, il y avait 200 où il y avait des défauts de pièces justificatives et des choses comme ça. Ce sont des statistiques qui nous laissent sans voix et pour lesquelles on ne peut pas continuer à encourager. Mais là, on en sait un peu plus. Et il a également dit que tous les membres du gouvernement qui sont concernés par toutes les réformes seront à nos dispositions. J'entends tous les médias, il n'y a pas que le public, pour justement continuer à donner la bonne information à nos différents publics. On n'était pas dans des discours emberlificotés, mais plutôt un message réel. Et j'avoue que des zones d'ombre ont été levées sur certains messages qui n'étaient pas suffisamment véhiculés. Donc il y a eu des additifs en termes d'information qui sont conséquents et qui modifient la compréhension de certaines décisions. À les lire à première approche, on a comme l'impression que le gouvernement s'est enfermé dans une chambre et a décidé de mater les Gabonais en prenant des décisions controversées, qui restent controversées malgré tout, et qui étaient relativement appréciées comme des décisions uniques. Mais à l'issue de cela, on constate que ce sont finalement des décisions prises au terme de concertation de la classe sociale concernée par différents secteurs et qui ont été traduites en loi et qui sont enfin appliquées. C'est la valeur ajoutée de cette discussion qui n'était pas forcément accessible aux communicateurs que nous sommes et à une bonne partie de l'opinion. Donc c'était un discours franc, mais toujours il reste que les décisions sont des sujets à polémique.